Corps à corps à corps. Vous l'avez compris, ça fait déjà au moins 5 jours maintenant que des feux ravagent Los Angeles, sa banlieue et les alentours. Les flammes ne cessent de gagner du terrain encore maintenant, avec plus de 15 000 hectares qui sont déjà partis en fumée, principalement avec le nommé Palisade Fire, qui est dans les montagnes Santa Monica, qui surplombe Los Angeles, et Lytton Fire, qui sont dans les banlieues, l'incendie qui est dans la banlieue du nord-est de Los Angeles. Il faut comprendre qu'il y a plusieurs départs d'incendie en fait, et qui entourent comme ça Los Angeles, puis qui brûlent aussi évidemment, on l'a compris, des maisons et des structures de Los Angeles. Les incendies ont déjà détruit jusqu'à dernier ordre, quand j'ai pris ici les derniers chiffres, 12 000 structures selon l'agence californienne de lutte contre les incendies. Alors hier, on était à 16 morts, mais je crois que ça a encore augmenté. Je vais demander peut-être à Renaud Bochard et Pascal Clarotte s'ils ont les chiffres, le bilan, malheureusement terrible bilan du nombre de morts dû à cette catastrophe. Alors catastrophe naturelle, catastrophe humaine, et puis de nombreuses questions et critiques sur évidemment la gestion de ces incendies et ce qui se passe là-bas. Alors il faut savoir que dans le quartier UP de Pacific Palisades, les bouches d'incendie se sont rapidement taries. Il y a eu des pénuries d'eau qui ont largement entravé les efforts des pompiers, et donc qui amènent le gouverneur de l'État le plus peuplé du pays, Gavin Newsom, à se demander et à réclamer un examen indépendant complet des services de distribution d'eau de la ville. Donc on interroge déjà la question de l'eau. Vendredi, la chef des pompiers de Los Angeles avait pointé le budget insuffisant qui lui avait été alloué par la municipalité aux soldats du feu. Également, la chef des pompiers, Christine M. Crowley, dont les priorités wokistes peuvent interroger. Elle a été nommée en 2022 par la ville wokiste et elle semble avoir privilégié le recrutement inclusif au détriment de celui des compétences. C'est une question sur laquelle on va revenir. Et puis, il y a évidemment les tweets et le questionnement soulevé par Donald Trump. Hier encore, donc dimanche, Donald Trump a lancé une nouvelle attaque envers les dirigeants californiens. Je le cite, c'était sur son média social, sa plateforme Truth Social. Il a dit « Les politiciens incompétents n'ont aucune idée de la manière de les éteindre ». Il parle des incendies. C'est l'une des pires catastrophes de l'histoire de notre pays. Ils n'arrivent pas à éteindre les incendies. Qu'est-ce qui ne va pas chez eux ? Voilà. Dans la semaine déjà, il avait déjà accusé les démocrates d'avoir détourné l'eau de pluie pour protéger un poisson inutile dans l'État. Je le cite toujours. Voilà. Donc beaucoup de questionnements à voir. Pourquoi ces incendies, pourquoi on n'arrive pas à régler ce problème des incendies. Je précise quand même qu'aujourd'hui, il y a un soutien mexicain, un soutien canadien, malgré justement les différentes annonces. On vient d'en parler un petit peu avec François Coq, de Donald Trump sur qui vont finalement remettre en question peut-être les partenariats commerciaux et autres entre ces différents pays. Aujourd'hui, les États-Unis sont obligés d'être aidés par le Mexique et par le Canada pour s'en sortir, et encore, ils ne s'en sortent pas. Voilà, comment comprendre cette faillite des États-Unis, et plus particulièrement la faillite de l'État de Californie, qui se retrouve donc, on le voit, sans moyens pour affronter les incendies. C'est tout ce qu'on va tenter d'éclaircir avec Renaud Bochard et Pascal Clarotte. Bonjour Renaud Bochard. Bonjour Clémence. Merci infiniment d'être avec nous, et si tôt pour vous, de vous être levé en pleine nuit pour permettre à Toxin d'être bien informé. Merci encore. Je précise que vous êtes évidemment fondateur du Substack Les Chroniques Grégoriennes et du podcast French Invaders. Vous êtes co-auteur de ce podcast avec Pascal Clarotte. Bonjour Pascal Clarotte. Bonjour madame. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes membre de la rédaction de L'Éclaireur, auteur de la lettre confidentielle des Alpes. Et puis donc, comme j'ai dit, vous participez, vous êtes co-auteur de ce podcast French Invaders avec Renaud Bochard, que nous connaissons bien. Alors peut-être pour commencer, Renaud Bochard, si vous le voulez bien, quelles sont les nouvelles américaines d'abord autour de ces feux qui ravagent Los Angeles ? Oui, mais vous avez mentionné les pertes humaines. Alors on est à peu près à 2 douzaines, on est à peu près 24 personnes disparues, ce qui est relativement faible d'ailleurs, compte tenu de l'ampleur des feux. Si on regarde en fait les cartes qui sont faites, qu'on trouve dans plusieurs quotidiens, les cartes interactives, on voit que les feux gagnent en territoire. Maintenant, la zone classée vraiment comme à risque critique englobe jusqu'à San Diego et Santa Barbara. Donc c'est vraiment gigantesque ces feux de Los Angeles. Et ce qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est que
Euh, Bon, il faut savoir que tout ça avait été un petit peu, enfin, ça n'est pas une surprise, hein, l'ampleur de ces feux. Vous avez d'ailleurs à ce titre une petite sortie de Joe Rogan de juillet 2000, de juillet de cette année, de l'année dernière, pardon, juillet 2024, qui relatait une discussion avec un pompier qui disait, mais en fait, jusqu'à présent, on a eu de la chance parce que il suffirait qu'en fait les feux notamment les feux de la Santa Ana, qui en fait les vents dominants et donc les vents de la Santa Ana qui soufflent de l'automne au printemps soufflent dans une mauvaise direction et Oui. puis on a potentiellement un incendie à l'échelle de la ville entière de Los Angeles. Alors, juste, Renaud Bochard, si vous le permettez, on va l'écouter, cette vidéo de Joanne dont vous parlez. Il s'agit d'une vidéo du 19 juillet dernier. Et Oui, c'est puis, très court. je vous laisse d'ailleurs, si vous le voulez bien, parce que vous serez bien meilleur que moi, faire la traduction derrière. D'accord. I talked to a fireman once. This is one of the reasons it freaked me out. And he was telling me, he goes, dude, one day, he goes, it's just going to be the right wind and fire's going to start in the right place and it's going to burn through LA all the way to the ocean and there's not a fucking thing we can do about it. I go, really? He goes, yeah, we just get lucky. He goes, we get lucky with the wind. He goes, but if the wind hits the wrong way, it's just going to burn straight through LA and there's not going to be a thing we can do about it. Because these fires are so big, dude. When they're talking about like thousands of acres that are burning simultaneously with like 40-mile-an-hour winds. And the wind's just blowing embers through the air, and those embers are landing on roofs, and those houses are going up, and they're landing on bushes, and those bushes are going up, and everything's dry. And once it happens in a way where it's so spread out that there's nothing they can do. There's nothing they can do. You just have to evacuate, right? Nothing they can do. Oui, Voilà, donc, en gros, ce que Rogan dit, c'est que il discutait avec ce pompier qui lui disait que il suffirait qu'en fait, il y ait des vents de 40 miles par heure qui soufflent dans la mauvaise direction et il n'y a absolument rien qu'on puisse faire. Et il dit, bon, en fait, jusqu'à présent, on a eu la chance, mais on vit sous la menace imminente de feu qui pourrait faire que la totalité de la ville de Los Angeles s'embrase. Donc c'est exactement ce qui est en train de se réaliser. Donc tout ça était connu. C'était connu d'ailleurs, c'était prévisible parce que Donald Trump lui-même en 2020, c'est un accrochage d'ailleurs avec Gavin Newsom. Qui refait surface à l'occasion des feux des incendies d'aujourd'hui. Donald Trump avait Newsom, qui est le gouverneur, hein, pardon, je replace. Oui. Ouais. Donald Trump avait envisagé en fait de rerouter un certain nombre d'eau de pluie qui dévalent jusque et pluie de la fonte des neiges par Los Angeles, mais alors il a fait demander à Gavin Newsom d'adopter ce qu'on a appelé une Water Restoration Declaration. Or, Newsom a refusé, non seulement refusé de signer la Water Restoration Declaration, et à l'époque, Trump citait la nécessité d'avoir de l'eau dans les bombes d'incendie. Ah oui. Donc, oui. Donc il avait raison. Donc voilà, ça lui donne raison, je veux dire. Tout le monde savait le désastre qui s'annonçait. Et c'est intéressant parce que Gavin Newsom a non seulement refusé, mais en plus, il a enrôlé un certain nombre d'ONG environnementales pour intenter des actions en justice contre le projet de Water Restoration Declaration au motif qu'il ferait fuir un certain nombre d'espèces en danger, notamment un tout petit poisson, je me rappelle plus du nom, et puis au motif que ça aurait un impact sur la population de saumon dans l'État de Californie. Donc dont un des objectifs affichés par Gavin Newsom était de doubler la population de saumon dans l'État de Californie. Oui. Donc, d'où le tweet de Donald Trump qui parle de
tout ça pour sauver un poisson. Exactement. Donc c'est à ça qu'il fait référence. Alors pardon Renaud Bochard, avant qu'on continue sur les différents points qui peuvent être développés, les différentes causalités, je vais me tourner vers Pascal Clairotte déjà sur ce sujet-là, c'est-à-dire le sujet écologiste. Ici, l'écologie politique, idéologique, on a bien compris, hein, qui va contre finalement la protection de l'environnement, on le voit bien avec cet incendie, et puis contre la protection des hommes et de leur construction. À ce sujet, Pascal Clairotte, finalement, c'est un sujet qui nous fait doucement penser à la France. Oui, tout à fait. Moi, je me permets de revenir aussi sur les aspects infrastructures, puisque l'État de Californie, en 2014, a émis un emprunt obligataire de 7,5 milliards d'euros, spécifié, dédié à la construction d'un système de réservoirs de canaux et d'aqueducs afin de pouvoir faire face aux sécheresses et aux incendies. Cet argent a été touché depuis 2014. Rien n'est sorti de terre. Strictement rien. Ouais. Alors, en matière d'écologie, la Californie, de par son climat, est un État qui est extrêmement pro nos incendies. C'est pas nouveau, tout le monde le sait, ça fait des siècles que c'est comme ça. Je vous rappelle les 3 incendies de San Francisco qui sont quand même restés dans l'histoire. Un autre aspect à bien comprendre également, c'est qu'aux États-Unis, c'est l'État fédéral et les États qui comptent parmi les plus grands propriétaires fonciers. Et la plupart du temps, quand vous avez des grandes forêts, des grandes étendues, le propriétaire est public. Voilà. D'accord. Donc, c'est à lui de l'entretenir. Soit en faisant venir des entreprises de bûcheronnage qui vont débroussailler et couper donc les arbres et entretenir la forêt, soit en faisant elles-mêmes. Ça, aujourd'hui, en Californie, ce n'est plus fait. Pourquoi ? Décision écologiste, il ne faut pas débroussailler. Oui, voilà. c'est ça. Voilà. Donc, si vous aimez les feux qu'on a vus ces 15 dernières années et qui arrivent systématiquement entre l'automne et le printemps, comme l'a rappelé Renaud, ces feux-là sont essentiellement dus à cela, puisque quand un feu prend, à partir du moment où on a été capable de gérer la forêt, de gérer l'espace, on a construit des pare-feux, on a les réservoirs au bon endroit, on est capable d'intervenir très rapidement et donc de circonscrire l'incendie. Et ces forêts, cette végétation, aujourd'hui qui n'est plus entretenue, vient jusque dans les villes. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc quand vous avez la conjonction d'une mauvaise gestion urbaine avec une mauvaise gestion écologique et des feux qui s'approchent d'une grande agglomération comme Los Angeles avec des vents qui sont pas favorables, et ben effectivement ça vous fait tout brûler de la montagne jusqu'au Pacifique. Ouais, et je précise que ce sujet on l'avait déjà abordé concernant la France. On avait reçu Alexandre Jardin. Bordeaux. Oui, notamment, mais pas que. Alexandre Jardin avait poussé un coup de gueule chez nous puisque on avait interdit le pâturage des chèvres autour de chez lui. Il habite donc dans le sud de la France et en fait ces chèvres permettaient de se débarrasser de buissons secs et autres justement comme vous l'avez dit plantations qui peuvent permettre justement le développement de ces feux. Et avant c'était fait depuis des générations et des générations et finalement ça permettait avec du bon sens d'entretenir ces terres arides et puis finalement aujourd'hui devenu interdit par les écologistes et finalement ça met en danger de nombreuses villes donc ça pose véritablement des questions. En France vous avez la multiplication de réserves d'ensauvagement qui sont des terres généralement qui sont non constructibles rachetées par des associations. On a nous un exemple dans le Vercors où une association a racheté 250 hectares, plus de 250 hectares sur le plateau du Vercors qui sont laissés donc sans entretien, sans que l'homme n'y paraisse. Donc le jour où ça prend feu, c'est tout le plateau du Vercors qui brûle. Oui, ben voilà. Donc c'est intéressant. En tout cas, il y a un lien ici entre ce qui se passe chez eux aux États-Unis et ce qui se passe chez nous. Je reviens vers vous, Renaud Bochard. Donc on a ce point sur l'écologie idéologique. Il y en a d'autres à développer puisque évidemment il y a pas mal de sujets dans le sujet. Il y a celui aussi des pompiers, notamment de cette chef de pompiers, donc Christine Crowley, dont clairement elle avait fait de l'idéologie wokiste, comme on dit, de l'idéologie inclusive, une priorité. Elle en faisait des vidéos. Je propose de regarder rapidement une vidéo très courte où elle dit que c'est sa priorité et qu'il n'y aura jamais assez d'inclusivité. On regarde ça. She took time out of her already busy schedule to tell us about her vision for the department's future, one that includes a 3-year strategic plan to increase diversity. People ask me, well, what number are you looking for? I say, I'm not looking for a number. It's never enough.
Voilà, donc le journaliste qui dit, voilà, donc cette chef du service incendie de Los Angeles qui vient de prendre place, quelle va être sa politique pour l'inclusion. Et elle dit, les gens me demandent combien je veux de personnes, mais c'est pas une question de personnes, j'en veux, il n'y en aura jamais assez. Voilà ce qu'elle dit par rapport à ces recrutements de personnes, on va dire, inclusives, donc LGBTQX, etc. Et on a pu le voir en fait à l'image, et on peut le voir aussi avec les différentes chefs adjointes du service incendie de Los Angeles. D'ailleurs, je crois qu'on a la vidéo de la chef adjointe, on va la regarder. Là, peut-être de Bouchard, vous allez pouvoir You nous want to aider sur la see somebody traduction. that responds to your house, your emergency, whether it's a medical call or a fire call, that looks like you. It gives that person a little bit more ease, knowing that somebody might understand their situation better. Is she strong enough to do this? Or you couldn't carry my husband out of a fire, which my response is, he got himself in the wrong place if I have to carry him out of a fire. Voilà, donc on comprend. Oui, alors Allez-y. cette personne est une assistant deputy, en fait, c'est une exécutive en fait du fire department de Los Angeles, qui répond à une question en lui disant, mais vous êtes une femme, est-ce que vous pouvez porter mon mari qui est prisonnier d'un feu? Et elle dit, votre mari se trouve dans une position difficile qui est de son fait. Oui. Et Si votre mari se trouve dans le feu, c'est de sa faute, en gros. c'est de sa faute, Ouais. en gros. Donc là, on retrouve un thème qui est très. Alors Et là, pardon, on juste touche pour vraiment. Debochard, au début de la vidéo, parce que tout le monde n'a pas forcément compris ce qui a été dit, au début de la vidéo, elle explique que justement, on ne cherche pas dans un pompier une personne forcément forte, etc. On cherche quelqu'un qui nous ressemble. Exactement. Oui, bon, ça c'est l'exemple type de la crise de compétences. Qui était d'ailleurs un thème très présent dans l'œuvre de Christopher Lasch, déjà au début des années 1990, notamment dans La Révolte des élites, qui prouve que, en fait, le privilégié des questions d'inclusivité, des questions d'absence de non-discrimination sur les compétences, sur la méritocratie, avait des conséquences très graves en fait sur la confiance qu'on peut avoir dans les autorités. Et là, c'est le terme employé par tout le monde pour commenter ces événements, ces feux de Los Angeles, ces incendies de Los Angeles. C'est l'exemple type d'une crise de compétences. Et là, on voit très bien, et ça rejoint en même temps, je ne sais pas si vous vous rappelez l'ouragan Hélène en septembre 2023, à cette occasion, on avait découvert, ouragan Hélène d'ailleurs, que la FEMA, Federal Emergency Management Agency, Federal Emergency Management Authority Agency, avait un plan stratégique dont le premier objectif était de promouvoir l'equity. Alors l'equity, c'est vraiment le mot d'ordre de la religion woke. Oui, oui. Ça ne veut pas dire l'équité au sens d'Aristote. Oui, au premier sens. Ouais. Et c'est vraiment l'equity, c'est cette vision d'égalité intersectionnelle en fait, dans la gestion des catastrophes naturelles. Et donc, on retrouve les mêmes tendances un peu partout. On peut aussi se demander pourquoi, en même temps, un fire department, donc les pompiers de Los Angeles, qui est quand même qui a des effectifs qui sont très majoritairement masculins, et pourquoi toutes ces institutions ont toutes maintenant des femmes, et souvent d'ailleurs des femmes lesbiennes mariées, à leur tête. Pourquoi est-ce qu'une profession qui a 90% d'effectifs masculins est représentée par une femme qui veut promouvoir la diversité au sein du fire department? Si vous reprenez, mais toutes les crises récentes auxquelles on a assisté, on s'aperçoit qu'il n'y a plus d'hommes, d'ailleurs, à la tête des institutions. Vous prenez la police de la Nouvelle-Orléans, vous avez
Une femme, on dirait qu'elle a 90 ans. Vous prenez L'armée, FIMA, l'OTAN. Ouais. c'est dirigé par une femme. Les services secrets, qui assurent la protection des personnalités politiques, on a retrouvé une femme à la tête et comme par hasard qui voulait promouvoir aussi des objectifs de diversité. On voit pourquoi est-ce que toutes ces institutions, services secrets, on peut quand même pas penser non plus que c'est majoritairement c'est pas une population comme la magistrature en France, avec 75% de femmes. Ouais. Donc pourquoi est-ce que toutes ces institutions sont dirigées par des femmes et souvent des femmes de la communauté LGBT. Ouais. Alors, Pascal Clairotte, pareil, je me retourne vers vous. Sur ce sujet, on a vu le premier sur l'écologie idéologiste qui a participé aujourd'hui de cet incendie, du problème de réaction aussi. Maintenant, on a ce problème, on va dire, wokiste, qui a sûrement participé aussi d'une certaine façon à un problème de réaction, notamment des pompiers. Oui, non, ça c'est une évidence, mais le wokisme, bon, ça fait une quinzaine d'années effectivement qu'on voit que on vit aux États-Unis comme en France dans une kakistocratie, c'est-à-dire le gouvernement des médiocres. Mais il faut pas non plus oublier une chose, c'est que derrière tout ça, il y a quand même une réelle crise des infrastructures aux États-Unis. On parle d'eau en Californie, penchez-vous un petit peu sur l'électricité, c'est encore pire. Ouais. Donc je crois que le dernier grand programme d'investissement dans les infrastructures critiques aux États-Unis date d'avant Jimmy Carter. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Celui de Biden, qui est le fameux plan de lutte contre l'inflation, n'a pas encore commencé. Il n'y a rien qui est sorti de terre non plus. Ah oui, d'accord. Donc le wokisme, effectivement, joue un rôle important, mais c'est à la fois... J'aurais tendance à considérer que c'est plus la cause de ce manque d'investissement dans les infrastructures qui fait que quand on ne fait pas quelque chose, eh bien, on perd la compétence. Et donc, on va mettre des gens qui servent à rien. Et puis, bon, voilà, si vous aimez mieux, quand à partir du moment où on considère que la couleur de peau ou l'orientation sexuelle sont des compétences et justifient effectivement de bénéficier de coupe-fil, de passe-droit pour accéder à certains postes, comment voulez-vous que les choses ne se passent pas mal? Oui, et justement, Pascal Clairotte, vous rappelez la crise d'infrastructure aux États-Unis. Alors que, et peut-être aussi que ça va participer d'un mouvement de mécontentement et de colère de la population américaine, puisque on voit bien qu'il y a d'ailleurs même des camions de pompiers qui avaient été envoyés en Ukraine, en tout cas toutes sortes de soutiens. Et là, les Américains ont de quoi se poser cette question on en voit beaucoup ailleurs, et nous, oui, nous sommes les premiers oubliés, alors que c'est la population, nous sommes la propre population américaine. Oui, tout à fait. Mais alors, cette crise donc provoquée par le manque d'investissement des infrastructures peut également s'expliquer par les 30 ans de guerre extérieure menée par les États-Unis. Oui. C'est aussi bête que ça. Si vous aimez mieux, donc l'un va pas sans l'autre. Quand on regarde un petit peu, imaginez-vous que la guerre en Afghanistan coûtait 120 millions de dollars par jour, pendant 20 ans. Vous imaginez les sommes que ça représente. Imaginez si ces sommes-là avaient été investies aux États-Unis. Et bien sûr. Donc c'est effectivement ce que commencent à se dire les Américains. Et il est clair que, alors si on va pas avoir de désengagement des États-Unis au niveau international, mais il est évident que Donald Trump a été clairement élu sur un mandat qui sera plus isolationniste et que les Américains ne vont plus tolérer. Enfin, regardez un petit peu toutes les catastrophes qu'on a pu voir. Le train de produits chimiques qui a déraillé à Nazareth, je crois que c'est ça, Renault et Nazareth, c'est ça, ouais. Bon, c'est une infrastructure mal entretenue. New Palestine. C'est New Palestine. New Palestine, pardon, pas Nazareth. Autant pour moi, New Palestine, pardon. On a pu voir le pont à Baltimore, donc défoncé par un porte-container. Donc, quand vous marchez, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé un aéroport américain, c'est impressionnant, ça fait assez peur, quoi. Donc les autoroutes, les routes, c'est une catastrophe. Donc on a vu les incendies à Hawaï aussi et leur mauvaise gestion. Mais Hawaï, c'est une île. C'est un petit peu différent, si vous avez mieux. Donc, donc c'est un état de délabrement. Un déclassement, quoi. Un déclassement. Est-ce que c'est la preuve du grand déclassement américain, finalement, contrairement à l'image qu'ils veulent renvoyer de grandes puissances? Pascal Clairotte et Renaud Beauchard. Ouais, Renaud Beauchard, alors allez-y.
Je pense, Clémence, que Pascal touchait à un point absolument essentiel ici, qui est au cœur je dirais, de l'élection, des raisons qui ont conduit les Américains à réélire Donald Trump. On voit que pendant des décennies, et ça fait longtemps, l'expansion illimitée de l'Empire a été privilégiée par Oui. rapport au homeland, par rapport à la patrie. Et on voit très très bien que on peut avoir en fait une espèce de puissance impériale qui a une certaine superbe à l'étranger et qui peut envoyer en plus des centaines de milliards de dollars en quelques instants vers des contrées étrangères comme l'Ukraine. Je tiens à préciser d'ailleurs que, pour la petite histoire, un certain nombre d'équipements pour les pompiers de Los Angeles ont été envoyés en Ukraine. C'est, C'est ça. et on voit très très bien que on a un sous-investissement et un sous-développement de la patrie. Et ce que voulait dire l'élection de Donald Trump, c'est nous voulons que vous vous concentriez davantage sur les immenses problèmes qui affectent le homeland. America First. America First. Mais il n'y a pas d'État dans lequel cette situation soit plus patente que la Californie. La Californie, c'est aussi l'État qui est affligé par les plus gros problèmes, notamment en matière de sans-abri, en matière d'inégalité patente au sein de la population. C'est un endroit, la Californie, et c'est en train de devenir un petit peu comme ça dans tous les États-Unis, où rien ne marche. Il faut se rappeler qu'en novembre 2023, vous avez une autoroute qui est une artère principale de Los Angeles, la Highway 10, qui a pris feu parce qu'il y avait tellement de débris amoncelés autour de la Highway 10 que ces débris ont pris feu. Vous avez une autoroute qui fait de l'autocombustion. Non mais vous vous rendez compte un petit peu. Il faut voir ce sont les villes de Californie comme San Francisco et Los Angeles. Ce sont des dépotoirs. Ce sont des dépotoirs avec vous ne pouvez pas imaginer la population de sans-abri en Californie. Donc, c'est vraiment un problème énorme. Un problème, c'est vraiment c'est une faillite. Et pourtant, c'est gouverné par, gigantesque. on est bien d'accord, par des personnes qui se disent wokies, donc inclusives. Donc l'inclusion ne marche pas dans tous les sens. Hein. Oui, là en l'occurrence, alors là en plus, avec les incendies de Los Angeles, ça rajoute alors une dimension tout à fait intéressante, c'est que pour l'instant, les quartiers qui ont été frappés sont plutôt des quartiers UP, comme vous l'avez rappelé à propos de Pacific Palisades, qui était une sorte de quartier utopique pour la classe moyenne supérieure et les riches. Et je parle pas de Malibu, qui est quand même le symbole en fait de la richesse aux États-Unis. Vous aviez la maison de Mel Gibson qui était en train de brûler pendant qu'il était chez Joe Rogan. Oui, tout à fait. Donc c'est absolument incroyable ce qui est en train de se passer, mais là ça veut dire en même temps que cette fois-ci ça touche une classe qui va réagir, le pouvoir de réagir, qui va réagir et qui a le pouvoir de réagir. Et c'est d'autant plus intéressant que alors la Californie en plus c'est un parti-État. Plus qu'aucun État des États-Unis, c'est un parti où c'est un État où le Parti démocrate a régné de façon hégémonique pendant plusieurs décennies. Donc là-dessus, le Parti démocrate a le privilège d'avoir l'unique responsabilité de ce qui est en train de se passer en Californie. Alors, juste une question par rapport à ça. Vous avez souligné que c'était des quartiers UP qui ont été particulièrement touchés. Il y a aussi la question justement du départ volontaire de ce feu. D'ailleurs, on a quand même un homme qui a été arrêté pour avoir voulu provoquer un des incendies. On va voir rapidement l'image ici défiler. Je suis pas sûr qu'on ait du son. Bon, voilà, en tout cas, on voit l'homme arrêté ici par la police. Et donc, certains peuvent se demander si c'est volontairement que ces quartiers UP ont été visés. Et d'ailleurs, on peut aller jusqu'à s'interroger, y a-t-il une raison, notamment de vouloir cacher certaines preuves? On pense à la maison, la propriété de P. Diddy et autres. Est-ce qu'on peut aussi s'interroger sur ce sujet? Pascal Clairaut d'abord et Renaud Bochart.
Bah écoutez, quant à la maison de P. Diddy, je pense pas, puisqu'elle a déjà été perquisitionnée en long, en large et en travers plusieurs fois par le FBI, hein. Donc je pense pas. Alors, ce que dit, d'après ce que j'ai pu lire dans le Los Angeles Times, hein, pour le moment, la police pointerait plutôt vers des incendies criminels, ou en tout cas en partie, vu le nombre de départs de feu. Ouais, c'est ça. Oui. Voilà. Alors maintenant, quant à savoir les intentions, si vous aimez mieux, faut savoir aussi une chose, c'est ce qui est également en train de brûler maintenant, parce que Pacific Palisades c'est fini, il n'y a plus rien, c'est Brentwood. Brentwood, là, c'est encore au-dessus, hein, question richesse puisque c'est par exemple là où habite Harrison Ford qui a dû être évacué cette nuit, quoi. Ah oui. Et derrière Brentwood, vous avez Bel Air. Bon, voilà. Juste pour vous dire ce que ça touche. C'est vrai que c'est Donc, impressionnant. On n'a pas effectivement, l'habitude qu'ils soient touchés, eux, hein. Pardon, je Tout vous à coupe, fait, mais voilà. d'habitude, ils sont un peu en dehors des mondes des victimes, on va dire. Et là, d'un Et seul coup, d'ailleurs, on voit tous les noms de s'aligner. Oui, vas-y. Ouais, et d'ailleurs, de ce dont on ne parle pas, c'est qu'il y a un autre foyer qui est au moins aussi important que celui de Pacific Palisades, qui est situé à Altameda, Pasadena. Donc, Oui. qui est dans le Florida. nord-est de Los Angeles, donc à l'intérieur des terres. Et ça, ce sont des quartiers de classe moyenne. Alors que Pacific Palisades et Brentwood, c'est des quartiers, on est très largement au-dessus de la CSP+, c'est des quartiers extrêmement Ouais. riches, quoi. Oui, d'accord. 3,5 millions de dollars, la valeur médiane du logement, hein, médiane. D'accord. Et donc, Donc, comment vous interprétez justement? Est-ce que vous pensez que ça peut être volontaire, dirigé pas la contre moindre cette. idée. Ouais, Pas la moindre idée. Là, d'accord. c'est tellement compliqué quand vous voyez un petit peu comment est configuré Los Angeles, quand vous comprenez effectivement à quel point l'état des réseaux d'eau est calamiteux, et surtout à quel point les incendies aux États-Unis peuvent être à l'échelle du pays, quoi, c'est-à-dire gigantesque. Ouais, ouais. C'est extrêmement difficile de dire. Il suffit d'une braise, hein, emportée par le vent, qui mette le feu quelque part et Hmm. puis ça part. Alors, Donc moi, en tout cas, pour le moment, je me prononcerai pas je parce que comprends. j'en ai pas la moindre Mais idée. bien sûr, il ne faut pas se prononcer. Moi, je pose des questions. Alors, beaucoup nous disent d'ailleurs que, pareil sur le chat, il y avait une histoire d'assurance, je ne sais pas, d'assurance qui aurait été oui. modifiée quelques mois avant cet incendie. Renaud Bochard, est-ce que vous avez quelques informations par rapport à tout ça, les incendies volontaires, une éventuelle piste criminelle? Alors, Les sur les assurances, incendies volontaires, je n'ai pas plus d'informations que Pascal. On peut spéculer sur l'origine criminelle ou non, ou accidentelle de ces incendies. Mais la question des assurances est absolument essentielle parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que même dans des quartiers comme Pacific Palisades ou Malibu, vous avez en fait des maisons qui ne sont pas assurées. Hmm. Les assureurs refusent. Vous avez des propriétaires, mais oui, qui d'accord. sont parmi les propriétaires les plus affluents des États-Unis, qui n'ont pas d'assurance habitation. Et parce que, comme le dit Pascal Clairotte, les assureurs refusent tellement ça coûte cher, finalement, c'est ça? Oui, de en fait, ce qui rembourser. s'est passé, c'est que vous avez 7 des 12 principales compagnies d'assurance américaines qui en fait ont arrêté ont arrêté de contracter des contrats d'assurance, des polices d'assurance habitation dans l'État de Californie. En raison du risque trop élevé d'incendie du type de ceux qui sont en train de se produire en ce moment, en raison du coût exorbitant des reconstructions lorsque un sinistre se présente, et puis en raison de la réglementation accablante de l'État de Californie sur l'assurance habitation. Et donc, il faut savoir que la façon dont l'État de Californie réagit, c'est de dire, en fait, on va essayer de faire en sorte que les compagnies d'assurance aient une sorte de plafond au-delà duquel ils ne peuvent plus augmenter les primes. Donc, lorsque vous avez un risque qui devient inassurable, vous avez deux possibilités lorsque vous avez une compagnie d'assurance, c'est de présenter des factures, des primes plus élevées aux assurés, ou bien vous cessez d'assurer le territoire. On retrouve un mix des deux. Donc, ce qui fait que les primes d'assurance sont extrêmement élevées, ce qui fait qu'un certain nombre de personnes n'ont pas accès, faute de moyens, à l'assurance habitation. Et puis, vous avez des biens qui sont jugés inassurables. Et là, cette fois-ci, lorsque les contrats viennent à échéance, les compagnies d'assurance ne renouvellent pas le contrat ou n'octroient pas de nouvelles polices d'assurance.
Donc, Ouais. Et donc là, il y a eu des nouveautés sur ces assurances ou pas par rapport à ces incendies? Est-ce qu'il y a eu des choses particulières qui se sont passées, des mouvements, on va dire? Pour l'instant, c'est un peu, on est dans la réaction, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a plusieurs dizaines de milliers de propriétaires qui sont des propriétaires non assurés. D'accord. Donc, c'est y compris dans des endroits comme Pacific Palisades, Ouais, d'accord. qui est complètement détruit. Hein. Il Mm. y a plus rien, hein, Pacific Palisades. C'est Oui, passe à Claire, si vous- le mot de la fin. Ouais. Allez-y. Oui, tout à fait. Mais si vous aimez alors l'énorme problème, enfin, ce qui importe surtout en Californie, c'est pas tellement la maison, c'est surtout le foncier. Donc, quand on est propriétaire de sa maison, on est également propriétaire de foncier. Et quand on habite à Pacific Palisades, ça va. Hein. Moi, je n'ai pas trop de soucis pour ces gens-là. C'est beaucoup plus inquiétant, en revanche, pour la classe moyenne, donc celle Bien sûr. d'Altameda, Pasadena, où là, effectivement, les gens vont devoir vendre pour 2 bouchées de pain leur terrain à des fonds d'investissement ou des promoteurs. Voilà, exactement comme ça s'est passé à Maui, à Hawaï. D'ailleurs, on a vu qu'il y avait des cas d'évacués qui sont face à un casse-tête pour se reloger et qu'il y a des locations qui ont pris un bond ahurissant ces derniers temps parce que justement des propriétaires ont voulu profiter, entre guillemets, de cette crise pour gonfler artificiellement les prix et pouvoir se faire beaucoup d'argent. Eh bien, il y a eu un rappel du procureur général de l'État qui a dit que ce gonflement des prix était un crime passible d'1 an d'emprisonnement parce qu'évidemment, sinon, les évacués n'avaient nulle part où aller. Enfin voilà, on voit la détresse en tout cas. Et surtout, on comprend bien, oui, Renaud Bochart, vraiment pour conclure. Non, juste simplement pour dire que on n'est que dans la phase 1 de la crise de Los Angeles, qui est maintenant la phase de réaction face aux incendies, mais les conséquences sociales de ces incendies pour la ville de Los Angeles et pour les États-Unis en général, parce que là, c'est vraiment en même temps l'idée qu'il existe un gouvernement qui assure une certaine protection est en train de s'effondrer complètement. Donc, et je voulais juste mentionner une lecture sur la ville de Los Angeles. Il y a un bouquin de 1990 qui s'appelle City of Quartz, Los Angeles, capitale du futur, par un auteur qui s'appelait Mike Davis et qui a été traduit en français, donc qui explique très très bien en même temps comment la totalité de la ville de Los Angeles est une tour de Babel qui faisait, et un des aspects qu'il expliquait, c'était précisément que ça allait finir par devenir une agglomération complètement inassurable. Donc, Ouais. Ouais. En tout cas, on voit que ça soulève beaucoup de sujets. On l'a vu, autant de la gestion wokiste des pompiers que des vraies questions écologiques qui ont empêché finalement les réserves d'eau notamment, et encore ces questions d'assurance avec, on le voit, des personnes, comme vous l'avez dit, des grandes stars américaines finalement touchées par ces incendies aujourd'hui, ce qui est assez inédit. Comme vous l'avez dit, on n'a pas fini d'éclaircir tout ce qui se passe autour de cette affaire Los Angeles et ces feux californiens. Merci beaucoup Pascal Clairaut. Je rappelle que vous êtes membre de la rédaction de L'Éclaireur, auteur de La Lettre confidentielle des Alpes et encore co-auteur de French Invaders, le podcast. Merci à vous Renaud Bochart. Vous, c'est le Substack, les chroniques égrégoriennes, et puis évidemment toujours ce podcast French Invaders. On mettra tous les liens ici en direct. Merci encore à vous. Merci à vous tous.